CMS, la recherche et des outils de travail. Parce qu'en fait, il y a des places. Si la démo marche. Donc là, on est directement sur le site. Donc ça, c'est portail Campus AR, sachant qu'il y a des portails auxiliaires et on a juste un sous-ensemble des contenus. Donc tout ce que vous voyez là, c'est rendu avec React. Je reviendrai plus en détail dessus, mais enfin voilà, tout est fait à partir de widgets. On peut éditer la page. Et du coup, pour chaque composant, on peut changer les paramètres quand il y en a. On peut changer les valeurs, on peut rajouter ou enlever des composants. Donc ça, c'est sur la partie portail. On a une partie recherche qui est assez classique, qui repose sur Elasticsearch, où on va retrouver des résultats de recherche, différentes facettes, si on veut appliquer des filtres supplémentaires, des recherches. Là, sur un mot, et une autre partie qu'on va voir aujourd'hui, c'est la partie plus analyse vidéo. Donc le but, c'est de mettre un maximum d'annotations sur des vidéos et de dire, voilà, de tel moment à tel moment, ça parle de ça, on voit telle personne parler, des choses comme ça. Donc, ici, c'est en React. Et ça permettra de voir un peu des problématiques de performance. Donc, je vais parler brièvement de la stack qu'on a utilisée. La toute première version, comme dans la base, on utilisait plutôt du PHP, on a fait ça avec du PHP. Les scripts qui nous intéressaient, on les notait dans un dossier. Et puis on utilisait GSX Loader pour convertir le JSX. C'était rigolo au début, mais on est assez rapidement passé à Node avec Express. Il restait encore du Bower pour les scripts, on avait encore du GSX Loader, on commençait à automatiser avec Grunt et Gulp. Et la stack sur laquelle on est à présent, c'est assez classique, c'est du Node, du NPM, on utilise Webpack et Babel pour compiler, et on utilise Hotloader pour recharger, à voler le code quand on est lost, ça fait gagner pas mal de temps, et puis ça permet d'avoir un rendu direct, un aperçu direct de ce qu'on est en train de faire. Donc là, c'est assez classique. Dans l'écosystème React, ça évolue beaucoup, ça évolue très vite. Donc il y a déjà Babel 6, il y a déjà React Hotloader qui est déprécié en faveur de React Transform. On n'a pas migré dessus, il n'y a pas un gros intérêt pour l'instant, donc ça sera peut-être un jour. J'ai pas parlé dans la stack de Redux, de Flux et de toutes les différentes variétés qu'on peut trouver. En fait, ça dépend. Ça dépend des parties. Il y a la partie analyse vidéo qui utilise Redux et d'autres parties du projet qui utilisent d'autres solutions plus mobile. C'est pas forcément gênant. En fait, en pratique, ce que je me suis rendu compte, c'est que même s'il y a plein de bibliothèques qui changent, voilà, toutes les implémentations de Flux qui changent régulièrement, au final, les composants React en eux-mêmes, ils changent très très peu, quoi. Il y a un endroit plus haut à la racine de l'application, un peu le code glue qui change, mais les composants et l'affichage et leur manipulation, finalement, ça ne change pas, donc je n'ai pas trouvé ça très très impactant. Par rapport à d'autres applications, c'est pas conçu comme une seule grosse application un peu monolithique. En fait, il y a plusieurs points d'entrée, notamment un point d'entrée pour la partie portail CMS, un point d'entrée pour la recherche, l'analyse vidéo et la partie admin. Alors ça permet déjà de découper le code, ça n'empêche pas que chacun puisse utiliser du code qui appartient aux autres parties, parce qu'avec Webpack, derrière il génère des bundles. On a un bundle, on utilise le command plugin pour générer un vendor.js qui contient un peu toutes les dépendances qui sont communes entre les différentes parties de l'application. Et ce qui était intéressant d'avoir découpé comme ça, c'est que finalement, on a un peu moins d'adhérence avec Redux ou autre qu'on a réuni partout dans l'application. Donc voilà, au début on s'en servait pas. Quand on a fait la partie analyse vidéo, ça a permis de dire finalement là on va tester Redux, est-ce que c'est intéressant ou pas. Enfin, voilà, d'avoir un peu découpé comme ça permet de tester certains composants React ou certaines bibliothèques sans avoir à mettre à jour 100% de l'application. Et donc là, ce qui va nous intéresser lui particulièrement, c'est la partie CMS, avec montrer comment React permet de faire du live editing très très facilement, et la partie analyse vidéo, qui montre que le modèle de React qui est j'ai des données et j'applique une transformation pour obtenir la vue qui va se rafraîchir un peu tout seul, ça permet de ne pas avoir de problématiques sur les données qui sont affichées plusieurs fois à l'écran ne sont plus synchro, et donc on a des garanties sur le fait que tout est toujours dans le même état. Petite démo sur la partie live editing, donc ça c'est le portail qu'on a vu tout à l'heure. Donc par exemple, si on veut juste éditer le menu, on affiche, bon là c'est un YAML mais concrètement c'est du JSON, on peut afficher directement le menu et en fait ça va piloter le menu d'en haut. Donc si je veux rajouter un label, là j'ai rajouté Home, ça se met à jour à la volée. Ce qui est intéressant c'est qu'en fait
il n'y a pas eu spécialement de code fait pour gérer ça, parce que le menu, c'est déjà juste du JSON qu'on filait à des composants React. Donc il a juste fallu mettre je ne sais plus ce qu'on utilise, je ne sais plus quel composant d'édition de code on utilise, mais il a juste fallu mettre ça et dire qu'à chaque fois que ça rafraîchit, on met à jour le menu, et ça se fait tout seul, quoi. Donc ça, on s'est dit, c'est super, enfin voilà, on peut éditer plein de parties du CMS un peu gratuitement en passant en mode texte. Pour les développeurs, c'est bien. Pour les utilisateurs, au final, ils nous ont quand même dit que ce serait bien d'avoir une interface dédiée et pas juste du texte à copier-coller. D'accord, c'est pas forcément gênant parce que finalement, le jour où on remplace ce composant par un autre, par exemple un éditeur de JSON plus évolué à qui on peut filer un schéma et qui va du coup proposer juste les possibilités, juste les options possibles à chaque endroit du menu, bah, la transformation elle est gratuite, il suffit de virer ce composant, de mettre l'autre à la place. Donc en termes d'effort d'intégration, ça implique pas grand chose. Une autre partie qu'on va voir, je reviens sur la home, c'est sur la partie édition de la page. Donc j'ai montré un peu tout à l'heure donc l'éditeur en mode graphique, donc c'est un block-based, donc à chaque fois on a une barre qui permet de rajouter tous les différents composants. Donc je peux rajouter une boîte de recherche par exemple. Mais on a aussi accès aux sources avec un petit langage développé pour l'occasion qui s'appelle WidgetML. Certains reconnaîtront peut-être l'influence de QML. Et donc là, c'est le même principe que tout à l'heure. Donc en fait, je peux directement rajouter des choses ici et ça va se mettre à jour. Donc si je rajoute un search result, hop, et voilà, donc j'ai des résultats de recherche qui apparaissent directement. C'est-à-dire que finalement, j'en veux que 2. Et on peut faire du binding directement, donc on peut très bien dire que la query, c'est pas pratique parce que je tape un peu la vol en fait, mais la query c'est, si lui je lui donne un nom, la query je peux dire que c'est sur le test, et si ça marche, je tape ici, j'ai d'autres résultats qui apparaissent. Donc ça c'était une expérimentation assez intéressante. Il n'y a pas eu de gros efforts à faire pour dire quand je mets à jour la partie de gauche, ça rafraîchit toute la page. Donc ça c'est intéressant, c'est React qui s'en charge. Et on va en parler après, ça montre aussi que c'est assez facile de faire des DSL qui derrière génèrent des composants React et qui permettent de faire plein de choses un peu originales. Donc comme je disais, la partie CMS est basée sur des widgets. Chaque widget est standalone. Ce qu'on entend par là, c'est qu'au niveau de l'état, on n'a pas tout mis dans du Redux et dans des stores. Chaque widget est plutôt autocontenu. Le widget de recherche, il va exécuter lui-même sa recherche, il va le stocker dans son script une fois que c'est réalisé. Ça a des avantages parce qu'il suffit de le mettre un peu en vrac n'importe où et ça marche. Ça a des inconvénients parce que quand on met à jour la page, ça fait plein de micro-rafraîchissements. Mais sinon ça marche plutôt bien. Et puis il y a une analogie qui dit un widget c'est juste un composant React. Donc du coup on peut prendre un peu n'importe quel composant développé dans le cadre du projet ou pas et exposer directement pour dire bah, maintenant voilà il y a des nouveaux composants qui sont disponibles dans la partie CMS. Le langage que j'ai présenté là, donc c'est WidgetML, c'est un petit langage à la QML pour faire qui est très orienté page CMS pour l'instant et est stocké directement en JSON. Je crois que je montre après à quoi ça ressemble. Et directement à l'exécution, on peut générer des composants React. Donc là, c'était juste un petit exemple pour montrer le WML, le WGTML, il est converti juste en un JSON qui dit on a un composant de type searchbox qui a comme identifiant test, on a un composant de type searchresult, enfin voilà. Donc ça, après, c'est assez facile de filer ça à un autre composant, un composant un peu racine widget qui va dire en fonction du type, je fais un render de différents composants possibles. Donc ça c'était pour dire voilà, la notion de on peut avoir les composants React un peu comme cible pour avoir un autre langage qui compile ou qui les génère directement. C'est assez simple parce que React finalement c'est React DOM en tout cas c'est juste une fonction qui prend des données et qui génère du DOM. Donc si on a déjà une fonction qui prend des composants dans le format WidgetML et qui génère des données, il suffit de les composer pour faire la transformation vers le DOM. Donc ça se fait à peu près gratuitement. Voilà, et donc non seulement c'est assez facile de faire quelque chose qui va convertir un DSL en composant à l'affichage, mais en plus le live editing on l'a automatiquement puisque dès qu'on met à jour,
on refile les nouvelles données à React, qui lui s'occupe de mettre à jour tout ça. On va parler d'une autre partie, un peu plus complexe, qui est la partie analyse vidéo. Donc là, ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est qu'il y a énormément de redondance dans les données qui sont affichées. C'est-à-dire que le premier segment qui est ici, paysage urbain, il est aussi affiché ici, il est aussi affiché ici, il est affiché là. Dans les segments actuels, il est là aussi. Donc en fait, on les retrouve un peu partout. On a plein de choses qui réagissent en fonction de si je zoome, etc. On peut les déplacer, et ça doit les déplacer un peu partout dans la page. Ça met à jour les temps, enfin voilà. Donc tout ça, il faut le garder bien synchronisé. On avait... Donc voilà, la principale difficulté sur un écran comme ça, normalement, c'est de s'assurer que tout est synchronisé. Parce que si on met à jour un composant à l'endroit, par exemple on édite son titre, et que de l'autre côté, le titre n'a pas changé, pour l'utilisateur, c'est trop gênant. Donc il y avait une première itération qui a été faite en début d'année, un POC, avec jQuery et Handlebars. Bon, ça marchait plutôt bien en termes de perf, c'était correct, il n'y avait pas trop de problèmes. Mais le souci, c'est qu'on n'avait pas forcément envie de changer le code, parce que finalement, il y avait plein de composants qui s'enregistraient sur des trucs. À chaque fois, il y avait des callbacks dans tous les sens. Donc quand il y a un composant qui se modifiait parce qu'on était en train de le déplacer, il fallait mettre à jour les données dans l'autre côté. Mais alors, il s'était enregistré des événements qui disent prévenez-moi s'il y a quelqu'un qui bouge, mais du coup, comme c'est lui-même qui bougeait, il fallait dire si c'est moi qui ai envoyé l'événement. Enfin voilà. Donc là, c'était un peu galère. Ensuite, on a refait la deuxième itération en React. Et là, en fait, c'était beaucoup plus simple parce qu'on a juste un store dans Redux qui stocke toutes les données. Quand il y a un composant quand on déplace, quand on drag and drop, on déplace un des segments, voilà, ça met à jour dans le store, ça repropage l'information, tout le monde se met à jour. On n'a pas vraiment à le gérer directement. Donc ça, c'est le principe d'avoir une seule source de vérité. On n'a pas envie de dupliquer les informations à plusieurs endroits, dans différents composants, dans différents états, dans différents stores. Voilà, c'est un peu comme dans une base de données, il y a une entrée qui fait foi et puis tout le monde doit se baser dessus. Ça simplifie énormément de choses et ça limite énormément de problèmes. Et par contre, oui, des performances. Parce que sur des vues comme ça, on commence à avoir beaucoup d'éléments du DOM qui sont rafraîchis assez régulièrement. Donc en fait, au tout début, voilà, ça marche pas forcément direct. Pour la plupart des contenus, notamment sur la partie CMS et tout, les performances par défaut sont plutôt bonnes. Après, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, il n'y a pas beaucoup de choses qui se mettent à jour en même temps, donc finalement, voilà, ça s'affiche, ça marche bien. Par contre, sur des cas comme celui-ci où, donc on a beaucoup de micro-composants qui génèrent encore plein de petits éléments du DOM à plein d'endroits, la vidéo, à chaque fois qu'elle avance, donc à peu près une vingtaine de fois par seconde, ça fait progresser le temps. En fonction du temps, il faut mettre à jour quels sont les éléments actifs qui sont surlignés, les barres de progression. Donc on passe tout notre temps en fait à rafraîchir tout ce qui est affiché. Et par défaut, si on ne fait pas un minimum d'optimisation, ça passe pas. Après les optimisations, tout est déjà prévu pour. Il y a principalement deux choses, Show Component Update et Pure Render Mixing. Donc, juste pour voir à peu près qui utilise le premier. D'accord. Et le deuxième, c'est les mêmes. Okay. Très bien. Donc, dans ce cadre-là, alors on utilise beaucoup Pure Render Mixing. J'expliquerai après pourquoi. Mais le principe, c'est juste de dire que si le composant est pur, quand il reçoit des nouvelles données, si c'est les mêmes que précédemment, il n'y a pas besoin de mettre à jour. Donc quand React fait son diff pour dire là il y a des nouvelles données, je repropage, il dit là ça n'a pas changé, c'est bon, je m'arrête. Ça évite d'aller jusqu'au DOM et ça évite de regarder si au niveau du DOM il y a des mises à jour potentielles à faire. Par contre, c'est pas magique. Alors déjà, il vaut mieux que les données soient non mutables, parce que si on commence à les muter, ça fait des choses pas bien. Et il faut faire attention à ce qu'on met dans des props. Par exemple ici, je vais parler du petit composant qui est là. Donc ici on a une barre avec donc, tous les différents segments et on affiche la progression dessus. Et par défaut, même en les mettant purs, les performances n'étaient pas très bonnes. Et on va voir pourquoi. Qui a déjà utilisé la donne de React pour mesurer les performances? Donc ça, c'est assez pratique. Le principe, c'est qu'on encadre, donc avant de faire cette state, on démarre un espèce de logger qui va enregistrer les performances
de rendu des composants. Et on met une callback dans cette state. Moi, avant de voir ça, je ne savais pas qu'on peut mettre des callbacks dans cette state. Mais c'est quelque chose qui va s'exécuter quand il aura fini. Et dans lequel on va dire arrête de mesurer les performances et affiche-moi le temps qui a été gâché. Alors le temps qui a été gâché, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est du temps où il est rentré dans des composants, il est rentré dans les méthodes render, il a généré des sous-composants, il est arrivé jusqu'au DOM, et à la fin, il n'y avait rien à mettre à jour. Donc finalement, il a fait plein de calculs pour rien. Et donc dans ce cas-là, on voit que les vidéo sequence items, donc le gros tableau d'items sur la gauche, donc ça c'est le parent, c'est le owner, donc c'est le composant un peu à la racine de là où il y a du gaspillage de temps, et ensuite le composant lui-même. On voit qu'il y a 32 instances qui perdent leur temps et que ça a pris 8 millisecondes. 8 millisecondes, en fait, ça commence à être important parce qu'on rafraîchit la page 20 fois par seconde comme il y a la vidéo qui avance. Donc ça commence à faire un pourcentage non négligeable du temps. Et donc c'est lui qui prend le plus de temps, donc on va commencer à chercher à l'optimiser. Donc ça c'était même en ayant mis qu'il était c'est un composant pur. En fait, alors je ne sais pas s'il y en a qui vont voir, parce que quand on ne connaît pas tout le contexte, c'est un peu compliqué. Ça c'est le code qui est appelé, donc on lui file une clé, on lui dit s'il est sélectionné ou pas, on lui file les informations de la séquence, du segment, on lui file le temps courant de la vidéo, et une callback pour si on clique sur la vidéo, pour si on clique sur le segment pour qu'il soit sélectionné. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ça déclenche des rafraîchissements intempestifs? Voilà. À chaque fois qu'il y a la vidéo qui avance, c'est-à-dire tout le temps, il y a current time qui est mis à jour. Donc en fait, à partir de là, même si on a dit que lui, si ses props ne sont pas changés, on ne change pas, à chaque fois on lui file un nouveau current time, donc à chaque fois, il se rafraîchit. Ça c'est parce que le segment en interne, ce composant-là en interne, il va prendre le temps courant et il va calculer son pourcentage de progression. Bon. Donc lui il était rafraîchi 20 fois par seconde. Voilà. Le principe c'est assez simple, c'est de rendre le composant moins intelligent. Donc finalement, plutôt que de calculer lui-même la progression, on va lui passer, et puis on le calcule en dehors quand on l'appelle. Donc là, au lieu de lui passer le current time qui change tout le temps, on va lui passer son niveau de progression de 0 à 100%. Et puis pour être sûr que quand il n'y a pas besoin qu'il se mette à jour, ça ne se mette pas à jour, on ne peut pas descendre en dessous de 0 et on ne peut pas aller au-dessus de 1. Donc tous les composants, sauf celui qui est en train d'être parcouru par la vidéo, ils vont tout le temps être soit à 0, soit à 1, et à ce moment-là, toutes les props qu'on passe sont toujours les mêmes, et ça évite de rentrer dans le rendu de ce composant-là. Donc pour ceux qui connaissent la différence, il y avait un billet de blog de Dan Abramov sur les composants DOM versus Smart. Donc là, avant, il faisait un petit peu de traitement lui-même, il calculait sa progression. Là, il est complètement stupide, on lui file tous ses paramètres prémâchés, il n'a plus rien à faire, et du coup, ça va plus vite. Si on regarde le tableau de performance, le profile après, on voit qu'en fait la ligne a complètement disparu parce que du coup maintenant il arrête de rentrer dans le render du composant alors qu'il n'en avait pas besoin. Il peut y avoir des cas un peu plus vicieux. Par exemple, on se dit j'ai pas envie que sur le on-click le composant ait besoin de savoir quels sont les paramètres à passer à la callback. Du coup, je vais lui passer une callback sans paramètres et puis je vais passer une fonction sans paramètres et puis moi je vais pré-binder en gros les valeurs. Le problème quand on fait ça, c'est qu'à chaque fois qu'on rentre dans le render, en fait, ça génère une nouvelle fonction, ça fait un nouveau bind, et donc en fait, à chaque fois, il reçoit une fonction différente. Donc on retombe dans le cas précédent où les valeurs changent tout le temps, alors que finalement, il n'y avait pas besoin. Donc voilà, même quand on pense que tout est pur, ça peut valoir le coup de lancer le profile pour voir ce qui se passe vraiment, parce que ça marche pas tout le temps. Pour Show Component Update, j'ai un peu lancé une recherche sur la base de code, on s'en sert quasiment jamais. En réalité, alors je suis pas hyper fan parce que autant le composant qui est pur, on dit que tous ces props doivent tout le temps être testés pour vérifier qu'il n'y a rien qui change, alors que là, on se retrouve à tester à la main pour dire c'est moi qui vais déterminer quels sont les props que je teste et quels sont ceux que je teste pas. Et ça peut être source de bug parce que si un jour il y a un autre développeur qui arrive, ou même nous-mêmes plus tard parce qu'on perd la mémoire assez vite, qui rajoute un props, qui rajoute des propriétés aux composants et qui oublie de les rajouter dans le Show Component Update, à chaque fois que ces valeurs vont changer, Show Component Update ne va pas les prendre en compte, va dire non c'est bon, rien n'a changé, et du coup on se retrouve avec des affichages qui ne se mettent pas à jour alors qu'il y a des valeurs qui ont changé. Donc moi je suis un peu radical, je préfère pas trop m'en servir et dire le composant soit il est pur, soit il n'est pas pur. Voilà. Donc,
Ça, c'est après libre à chacun de faire ses choix. Pour les performances, petite astuce à vérifier dans les codes si vous avez fait vos configurations Webpack à la main. Dans certains cas, il y en a qui n'ont pas la variable d'environnement node-env définie à production. Et quand on prend React depuis NPM, en fait, il y a énormément de code qui est conditionné à si on est dans l'environnement de production ou pas. Et le code en production est beaucoup plus rapide que le code en mode debug. Donc il faut éviter d'avoir du code en production qui n'a pas ça dedans, sinon juste vous perdez en performance. Donc le plus simple, et c'est ce que je fais en général pour les projets, je prends juste enfin voilà, il y a plein de projets un peu pré-packagés avec plein de dépendances déjà dedans, je pars de ça. Il y en a deux que j'aime bien, il y a celui d'Anna Abramov sur React Transform qui est très très minimaliste, en fait il n'y a presque rien sauf de quoi commencer avec Webpack. Et il y en a un autre de Erik Rasmussen qui lui est beaucoup plus complet, qui essaie de suivre en fait toutes les bonnes pratiques de l'écosystème, donc en fait il le met à jour assez régulièrement. Où là il y a beaucoup de dépendances, il y a Redux, il y a plein de choses comme ça, il y a React Router, donc ça c'est pour un gros projet, c'est plus simple de partager ça. Donc ça c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a la notion de smart et de done components, donc c'est pas juste d'avoir un composant qui, enfin le done component c'est pas juste qu'il fasse rien et qu'il soit pur, mais c'est aussi qu'il gère absolument pas d'état. Un composant qui fait presque rien, bah finalement il n'y a pas beaucoup de dépendance, donc il n'y a pas d'enjeu sur les mises à jour, il est indépendant des implémentations de flux, donc on limite la surface de code le jour où on veut les changer. Il est beaucoup plus réutilisable parce que du coup, comme il ne fait pas grand chose, on peut l'utiliser à plein d'endroits différents. C'est plus facile de raisonner dessus puisque il fait une seule chose, il la fait bien et puis on sait qu'il l'a fait et qu'il ne fait rien d'autre. Il est future-proof parce qu'on peut faire évoluer plein de parties de l'application, ce composant peut rester tel quel. Et au niveau des performances, comme on a vu, ça peut être beaucoup plus intéressant. Donc ça, voilà, chaque composant devrait avoir un seul rôle. Donc l'idée, c'est que par exemple les widgets qu'on voyait tout à l'heure, où il y avait un petit widget de recherche qui lance une recherche, en fait c'est sous-découpé en plusieurs composants. Il y a un composant à la racine qui va lui lancer la recherche, qui va passer ça à un autre composant qui va lui ne faire que le rendu, etc. Donc ça, si vous voulez en savoir plus, il y a un billet de Dan Abramov qui est assez intéressant sur le sujet. Je pense que s'il y a un conseil à donner à des personnes qui débutent avec React, c'est d'avoir cette notion en tête. Parce que moi je me rappelle que quand j'ai commencé, j'étais là, qu'est-ce qui va dans les props, qu'est-ce qui va dans les states. En fait, il faut presque rien mettre dans les states, sauf à certains composants un peu particuliers. Le plus possible dans les props. Et voilà, limiter le nombre de smart components, faire essentiellement des données. Ça évite beaucoup de problèmes. Dans l'application, on a plein de manières différentes de gérer l'état. Donc dans le CMS, c'est un peu chaque widget qui va gérer localement son état. Dans la partie recherche, on la stocke directement dans l'URL. En fait, on utilise React Router. On stocke dedans la requête courante, les filtres à appliquer, etc. Et puis dans la partie analyse vidéo, on stocke ça dans Redux. Et c'est pas forcément gênant d'avoir dans une même base de code des manières différentes de les gérer, parce que finalement, à chaque fois, il y a un niveau de composant qui ne va faire que gérer les états, les niveaux en dessous qui vont eux gérer les affichages. Donc on peut réutiliser les mêmes affichages dans toutes les parties de l'application, même si les états ne sont pas gérés de la même manière. Juste un petit warning sur l'utilisation de l'état local dans un composant. Même si on change les valeurs, les props, etc. dans un composant, en fait, React cherche tout le temps à recycler des composants. Donc on peut très bien changer tous les props, mais par contre avoir les states du composant précédent. Et ça peut être dangereux. Par exemple, un composant de recherche pourrait lancer une requête pour récupérer les résultats affichés, même si on lui change si on lui dit maintenant tu vas requêter un nouveau mot-clé, il peut avoir gardé dans ses states les résultats qu'il a affichés. Donc il y a un petit décalage entre ce qu'on a donné en props et à quel moment il va mettre à jour ses states. Pour pallier à ça, c'est simple, il faut faire très attention aux clés qu'on met dans les composants. C'est-à-dire que finalement, s'il y a des choses. Moi je me sers souvent des clés, par exemple, les composants de recherche, on peut mettre en clé si on veut directement le mot-clé à rechercher, comme ça, dès qu'on change, à la limite, ça flush le composant, ça en génère un nouveau qui n'a pas d'état, qui repart à zéro. Quand on a des listes de composants, pareil, il faut éviter d'utiliser les index comme clé, parce que sinon, dès qu'on en retire un au milieu, en fait, ça remonte, mais chaque composant va réutiliser l'état le sys.state du composant qui est au-dessus, donc ça peut générer des états assez bizarres. Voilà, après l'autre chose, j'ai tendance à, même quand j'ai des composants qui gèrent localement de l'état, à sortir des fonctions.
en dehors du composant pour un peu gérer cet état. Et ça, le jour où on veut passer à l'implémentation de Flux, bah, finalement, les fonctions pour gérer l'état sont déjà là, donc ça simplifie. Niveau dépendance, je vais passer vite fait. Bon, il y a React, il y a Node, il y a Webpack, il y a toutes les dépendances un peu classiques. Et en fait, comme on a la partie CMS qui a beaucoup de composants, on a plein de petites dépendances qui peuvent arriver n'importe où dans n'importe quel composant. Donc, le truc, c'est comment on fait pour gérer la multitude de dépendances sans avoir un gros fichier JavaScript à envoyer qui fait 2 mégas à chaque fois que quelqu'un se connecte. On veut faire du chargement paresseux concrètement. Donc, si je prends cet exemple de composant qui permet de faire des annotations sur une image, ça utilise paper.js pour dessiner des zones en vectoriel sur une image. Ensuite, on peut mettre des annotations sur le côté. Paper.js minifié, ça fait 200 kilooctets. Ce composant, on l'utilise presque jamais, donc j'ai pas forcément envie de le précharger dans l'application CMS pour que l'utilisateur, alors que ça sert jamais. Du coup, en fait, on fait de manière normale le composant qu'on voulait. Hop, lui, il utilise Paper. Paper, c'était bizarre, il n'était pas sur NPM, donc je l'ai récupéré sur Bower et j'utilise des formules magiques que je ne comprends pas forcément, que j'ai trouvé pour l'intégrer directement dans Webpack quand même. Et en fait, celui-là, je ne l'utilise jamais directement dans le code, celui que j'utilise c'est async image annotation, qui lui va charger dynamiquement le composant quand il en aura besoin. Du coup, quand Webpack va compiler toutes les dépendances, en fait, toute la partie annotation d'image, il va dire ah ben non, celui-là, il n'est jamais accédé directement, il est toujours accédé de manière lazy. Donc je le mets dans un petit bundle à part et puis il sera chargé à la volée s'il y a besoin. Du coup, dans le code, on utilise toujours async image annotation. Voilà, ça c'est une manière assez simple de dire si j'ai des gros composants qui font plein de choses, je peux les sortir, ils peuvent être dans un bundle séparé et ils seront chargés uniquement si on s'en sert. Et ceux qui s'en servent, du coup, n'ont même pas besoin de penser à comment ils vont, réfléchir à comment ils vont s'en servir parce qu'ils s'en servent comme si c'était le composant normal, c'est juste qu'il s'affichera au moment où le JavaScript aura été chargé. J'avais une partie sur le contexte, mais comme on en parlait juste après, je vais éviter. Juste, on s'en sert globalement pour avoir, pour avoir des variables globales, locales. Ça paraît bizarre, mais ça nous fait des variables qui sont globales à tout un sous-arbre de composants, sans polluer tout l'environnement. Dans la partie portail, on s'en sert pour dire si on est en mode édition ou pas. Parce qu'on affiche les boutons pour créer des nouveaux composants si on est en mode édition, sinon on ne les affiche pas. Et dans la partie analyse vidéo, ça nous sert pour passer toutes les callbacks d'action parce que du coup n'importe quel composant, n'importe où, peut influer sur les stores, sans qu'on ait besoin de les passer à tous les niveaux. La partie server-side rendering, donc faire le rendu directement dans tes serveurs. On l'a pas. Quand j'avais commencé à vouloir le faire, en fait, j'avais vu que c'était pas possible quand on a des composants chargés paresseusement. Visiblement, maintenant ça l'est. Donc ça serait peut-être à voir. Sur la partie recherche, on l'a pas, mais c'est pas forcément gênant parce qu'en fait, on précharge la page avec les résultats de recherche en JSON directement dans la page. Du coup, il n'y a pas d'aller-retour avec le serveur pour le premier affichage des résultats, donc ça s'affiche quand même rapidement. Et sur la partie d'analyse vidéo, c'était pas vraiment nécessaire. Donc voilà, cet exemple-là, je ne l'ai pas encore regardé, mais sur ceux qui auraient du chargement paresseux et qui voudraient quand même faire du rendu côté serveur, il y a un exemple de code avec React Router, ça a l'air intéressant. Donc ça, c'est un peu un résumé de tout ce que j'ai pu dire et de choses que j'ai pu apprendre, conseils que je peux avoir à donner suite à l'utilisation de React. Donc voilà, la programmation fonctionnelle pour le front-end, c'est quand même cool. Moi, je conseille vraiment d'utiliser Babel et Webpack, alors, sauf si vous utilisez TypeScript ou d'autres choses, mais ça change quand même la vie. On peut utiliser DSL qui génère des choses avec React, ça se marie très très bien. La plupart des composants devraient être purs, ça évite les bugs et ça permet de raisonner beaucoup plus facilement sur l'application. Si vous utilisez l'état, il faut qu'il soit non mutable, sinon il y a des bugs étranges. Et pareil, si vous utilisez l'état, le state, faites très attention aux clés. Voilà, si vous faites d'optimisation, c'est intéressant de profiler le code avant pour savoir concrètement ce qui prend du temps parce qu'on a parfois des surprises. Et il ne faut pas hésiter à utiliser le lazy loading. Voilà, en fait, quand on encapsule les composants pour les rendre asynchrones, c'est assez facile finalement à utiliser, donc autant ne pas s'en priver. Si vous avez des questions particulières. Si. Vous utilisez quelque chose pour l'immutabilité? Alors non, immutable.js, ça me paraissait un peu gros pour ce que ça apporte. Donc j'ai même pas testé. J'ai globalement,
Et donc quand j'en ai eu besoin, alors quand on fait this.setState, en fait déjà indirectement c'est masqué, mais ça met pas à jour l'objet this.state, enfin ça génère un nouveau record, ça génère un nouvel objet JavaScript avec les valeurs qui sont mises à jour dedans, donc ça va. Quand on utilise Babel, en fait il y a l'opérateur point qui est très intéressant parce que du coup on peut faire directement un objet en mettant accolade point l'objet précédent virgule et les valeurs que je vais mettre à jour. Donc ça règle pas mal le problème aussi, c'est pour ça qu'il faut utiliser Babel. Après, ce que j'ai pas vu qui aurait pu me servir quand j'avais des trucs un peu plus profonds à mettre à jour, c'est qu'il y a des helpers dans React pour mettre à jour des trucs un peu nestés, etc. J'ai pas mis les liens d'ailleurs, j'aurais dû. Voilà, ça je les ai découverts assez récemment et je pense qu'avec ça il n'y a pas forcément besoin de meetup.js, mais après c'est une affaire de goût. Alors les tests, c'est essentiellement du Casper.js. Du coup, ça vérifie pas grand chose pour l'instant. Ouais, c'est un peu sur la to-do list. Ça manque. Ça manque en même temps. Enfin, ce que j'ai vu comme framework de test pour la partie React, c'est un peu compliqué parce que tester qu'un composant crache exactement ce qu'on lui a filé en entrée, quand on fait des dump components, finalement, il n'y a pas un très très gros enjeu, quoi. Enfin, oui, oui. Ça aurait pu servir. Sur la partie analyse vidéo, où effectivement on met à jour des trucs qui peuvent être nestés, là ça aurait pu servir. Mais oui, on pourrait tester plus facilement que les content. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Sur Shoot Component Update, est-ce que tu as un exemple où tu l'as utilisé avec un cas qui est vraiment différent de ce que fait Render Mixing? Je crois que j'ai eu un cas une fois il y a longtemps, mais c'était peut-être une erreur en fait. Je sais pas, ça m'est arrivé plus souvent à la limite de rajouter un autre composant intermédiaire, enfin un autre niveau de composant qui va absolument rien faire si ce n'est faire un petit précalcul ou pour que le composant en dessous lui soit pur. Par exemple, quand